Lors d'un banquet dans son manoir, le millionnaire est resté paralysé lorsque la cuisinière a servi la recette secrète de son amour défunt lors d'un festin de luxe, la même qu'elle avait préparée pour lui avant de disparaître il y a 27 ans. La pluie de décembre martelait les hautes fenêtres de la demeure Dupont comme des larmes glacées sur du verre ancien. Dans le grand salon aux boiseries centenaires, Alain Dupont ajustait sa cravate devant le miroir doré qui avait vu défiler 3 générations de sa famille. À 58 ans, cet homme aux tempes grisonnantes portait sur ses épaules le poids d'un empire immobilier parisien et d'une solitude qui le rongeait depuis 3 décennies. « Monsieur Alain, tout est prêt pour demain soir », annonça Hélène en pénétrant discrètement dans la pièce. La gouvernante, fidèle depuis 40 ans, connaissait chaque recoin de cette maison mieux que quiconque. Ses cheveux blancs tirés en chignon strict et ses yeux perçants avaient traversé les époques de cette famille, gardant jalousement tous leurs secrets. « Les investisseurs japonais seront là dès 19h, continua Alain d'une voix lasse. Cet accord pourrait changer la donne pour nos projets en Asie. Il faut que tout soit parfait. » Hélène hocha la tête, mais quelque chose dans son regard trahissait une préoccupation plus profonde. Elle hésita un instant avant de reprendre. « Pour le dessert, monsieur, j'ai pensé à quelque chose de spécial. Il y a cette jeune chef pâtissière, Chloé Martin. Elle a une réputation exceptionnelle. » Alain haussa les épaules avec indifférence. Depuis des années, il ne prêtait plus attention aux détails culinaires. La nourriture n'était plus qu'un carburant nécessaire, dénué de toute saveur émotionnelle. « Faites comme bon vous semble, Hélène. Vous savez mieux que moi. » Mais la gouvernante ne lâchait pas prise. Quelque chose dans sa voix se fit plus insistante. Elle a des yeux très expressifs. Cela me rappelle. Enfin, peu importe, je vais la contacter. Alain ne releva pas. Il était déjà ailleurs, plongé dans ses pensées, comme chaque fois que décembre approchait. Cette période de l'année réveillait invariablement des souvenirs qu'il s'efforçait d'enfouir le reste du temps. Décembre 1994, 30 ans déjà, il avait 28 ans alors, jeune héritier rebelle qui défrayait la chronique parisienne par ses frasques et son refus de suivre les règles strictes imposées par son père Henri. La fortune familiale était considérable, mais elle s'accompagnait d'un carcan de traditions et d'obligations sociales qu'Alain trouvait suffocantes. C'est dans ce contexte qu'Isabelle Laurent était arrivée dans sa vie comme un souffle d'air frais. Elle n'avait que 22 ans, des cheveux châtains qui captaient la lumière et des yeux noisettes pétillants d'intelligence et de malice. Fille d'une famille modeste de la banlieue parisienne, elle avait été engagée comme aide-cuisinière dans la demeure familiale. Son père, ouvrier dans une usine, souffrait d'une maladie pulmonaire qui nécessitait des soins coûteux que la famille Dupont finançait discrètement par charité. Au début, Alain ne l'avait même pas remarqué. Puis, un soir d'hiver, alors qu'il rentrait tard d'une soirée arrosée, il l'avait trouvée seule dans la cuisine, préparant une tarte aux pommes. L'arôme qui s'échappait du four était envoûtant, différent de tout ce qu'il avait connu. « Qu'est-ce que c'est » avait-il demandé, intrigué malgré lui. Isabelle avait sursauté, renversant un peu de farine sur son tablier. « Oh, monsieur Alain, je préparais juste une tarte tatin. C'est la recette de ma grand-mère, avec un mélange secret d'épices. » Leurs regards s'étaient croisés, pour la première fois vraiment, et Alain avait ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé. Un trouble profond, une connexion immédiate qui le déstabilisait complètement. « Puis-je goûter ?» Elle avait hoché timidement la tête, coupant une part généreuse. La première bouchée avait été une révélation. Ce n'était pas seulement délicieux, c'était magique. Chaque saveur semblait raconter une histoire, éveiller des sens qu'il ignorait posséder. « C'est extraordinaire », avait-il murmuré. Et le sourire radieux d'Isabelle avait illuminé toute la cuisine. À partir de cette nuit-là, leurs vies s'étaient entremêlées en secret. Alain trouvait 1000 prétextes pour passer par la cuisine. Isabelle lui préparait sa tarte spéciale lors de leur rendez-vous clandestin dans le petit salon attenant aux cuisines. Loin des regards indiscrets, leur amour grandissait dans l'ombre, nourri de conversations passionnées et de rires complices. Isabelle lui parlait de ses rêves d'ouvrir un jour son propre restaurant, de voyager, de découvrir le monde. Alain lui promettait qu'ensemble, il renverserait toutes les barrières sociales qui les séparaient. « Un jour, je t'épouserai », lui avait-il chuchoté une nuit de novembre, en tenant ses mains dans les siennes, « et tu m'apprendras enfin ta recette secrète. » Elle avait ri, ce rire cristallin qui le faisait fondre,
alors il faudra attendre le mariage. C'est un secret de famille qui ne se transmet qu'aux épouses. Ils étaient si jeunes, si insouciants, si convaincus que l'amour pourrait tout surmonter. Mais Henri Dupont veillait. Le patriarche de la famille avait des yeux et des oreilles partout. Quand il découvrit la liaison de son fils avec cette petite cuisinière, sa colère fut terrible et froide. Alain n'oubliait jamais cette confrontation dans le bureau paternel. Le soir du 15 décembre 1994, « Tu vas cesser immédiatement cette mascarade ?» avait tonné Henri, les veines de son cou gonflées de rage. « Notre famille a une réputation à maintenir. Je l'aime, père, et elle m'aime », avait rétorqué Alain, défiant pour la première fois ouvertement l'autorité paternelle. L'amour, Henri avait craché le mot comme une insulte. Ces gens-là ne connaissent que l'intérêt. Elle veut notre argent, rien d'autre. La dispute avait duré des heures. Henri menaçait de déshériter son fils, de ruiner la famille d'Isabelle, de couper les financements médicaux pour son père malade. Alain était parti en claquant la porte, jurant qu'il épouserait Isabelle coûte que coûte. Mais le lendemain matin, elle avait disparu, volatilisée, comme si elle n'avait jamais existé. Sa chambre de bonne était vide, ses affaires envolées, aucune lettre, aucune explication, aucun adieu. Pendant des semaines, Alain avait remué ciel et terre pour la retrouver. Mais Henri avait été plus malin. Il avait fait courir le bruit qu'Isabelle s'était enfuie avec un autre homme, emportant avec elle de l'argenterie volée. Puis, quelques mois plus tard, il avait présenté à son fils un certificat de décès, affirmant qu'elle était morte dans un accident de voiture dans le sud de la France. Brisé, Alain s'était laissé couler dans l'amertume et la résignation. Il avait fini par épouser 5 ans plus tard une femme de son milieu, un mariage de convenance qui avait donné 2 enfants mais aucun bonheur. Le divorce était venu naturellement après 10 années de cohabitation froide. Depuis, il vivait seul dans cette immense demeure, entouré de souvenirs et hanté par le fantôme d'Isabelle. Le carillon de l'horloge ancestrale le ramena brutalement au présent. Hélène l'observait avec cette expression étrange qu'elle avait depuis quelques jours. Cette chef pâtissière, monsieur, Chloé Martin, elle a accepté de venir demain. Je pense qu'elle vous surprendra. Alain acquiesça distraitement et quitta la pièce, laissant Hélène seule avec ses secrets et ses remords, car la vieille gouvernante savait des choses qu'elle n'avait jamais osé révéler, des choses qui allaient bientôt bouleverser à nouveau la vie de cette maison. Le lendemain approchait, et avec lui, un destin qui attendait depuis 30 longues années de se dévoiler dans son petit appartement de Belleville. Chloé Martin fixait son reflet dans le miroir de sa salle de bain. Ses cheveux châtains étaient tirés en arrière, révélant des yeux noisettes hérités de sa mère, ces mêmes yeux qu'Hélène avait reconnus au premier regard. À 29 ans, elle avait l'apparence d'une jeune femme accomplie, chef pâtissière réputée dans tout Paris, mais son cœur battait la chamade à l'idée de ce qui l'attendait ce soir. Demain, elle franchirait enfin le seuil de la demeure Dupont. « Respire, Chloé », se murmura-t-elle en fermant les yeux. « Tu t'es préparée pour ce moment toute ta vie. » Sur sa table de cuisine, s'étalaient des dizaines de coupures de journaux jaunis, des photos floues découpées dans des magazines People, et surtout, ce dossier qu'elle avait constitué patiemment au fil des années, tout ce qu'elle avait pu rassembler sur la famille Dupont, sur leur empire immobilier, sur Alain et ses habitudes. Elle saisit une photo particulièrement ancienne, datant de 1994. On y voyait un jeune homme brun aux yeux clairs, souriant avec cette insouciance que seule la jeunesse permet, Alain Dupont, 28 ans, héritier rebelle que la presse à scandale adorait suivre. « Mon père », chuchota-t-elle, et ces mots lui parurent toujours aussi étranges sur ses lèvres. Chloé était née le 15 septembre 1995, 9 mois exactement après la disparition mystérieuse de sa mère de la demeure Dupont. Isabelle ne lui avait jamais menti sur ses origines, mais elle s'était toujours refusée à révéler l'identité de son père. Il était compliqué, disait-elle simplement quand Chloé insistait. Un homme bien, mais nos mondes étaient trop différents. Pendant des années, la fillette puis l'adolescente avaient accepté cette explication. Elle vivait modestement à Lyon, où Isabelle travaillait comme couturière dans un petit atelier. Leur vie était simple mais heureuse, rythmée par les cours de cuisine que sa mère lui donnait le soir, transmettant avec amour les recettes de famille. Tout avait basculé le jour de ses 18 ans. En rangeant le grenier de leur petite maison, Chloé était tombée sur une vieille boîte en carton cachée derrière des cartons de vêtements. À l'intérieur,
Un trésor de souvenirs que sa mère avait soigneusement conservé, des lettres d'amour jamais envoyées, des photos prises en secret, et surtout, ses articles de journaux sur la famille Dupont. Elle se souvenait encore de ses mains tremblantes, en découvrant une photo d'Alain Dupont lors d'un gala de charité. Au dos, l'écriture de sa mère, « Mon amour, décembre 1994 », la vérité avait éclaté comme une bombe. Sa mère, Isabelle Laurent, avait été la mystérieuse petite amie d'Alain Dupont, celle dont la presse People avait parlé brièvement avant qu'elle ne disparaisse sans laisser de traces. La confrontation avec Isabelle avait été déchirante. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» avait hurlé Chloé, brandissant les articles de journaux. Sa mère s'était effondrée en larmes, des années de silence et de douleur s'échappant enfin. « Parce que j'ai eu peur. Peur qu'il te rejette comme sa famille m'a rejeté. » L'histoire avait fini par sortir, par bribes douloureuses. L'amour-passion entre Isabelle et Alain, les menaces du père, la fuite forcée alors qu'elle portait Chloé dans son ventre. Son père, Henri Dupont, était un monstre, avait murmuré Isabelle. Il a menacé de ruiner toute notre famille, de couper les soins médicaux de ton grand-père. J'étais enceinte de toi. J'avais 22 ans et j'étais terrorisée. Chloé avait appris que sa mère avait sacrifié son bonheur pour protéger sa famille, qu'elle avait élevé sa fille seule, travaillant sans relâche pour lui offrir une éducation digne, cachant sa tristesse derrière un sourire courageux. Et lui, il ne t'a jamais cherché. Son père lui a fait croire que j'étais morte, avait avoué Isabelle dans un sanglot. J'ai appris plus tard qu'il avait même falsifié un certificat de décès. Cette révélation avait bouleversé Chloé. Son père n'était pas un homme qui les avait abandonnés, mais une victime des manipulations de son propre père. Pendant 11 ans, elle avait nourri sa colère contre un homme qui ignorait jusqu'à son existence. Dès lors, un seul objectif avait guidé sa vie, retrouver Alain Dupont et lui révéler la vérité. Elle s'était lancée dans des études de pâtisserie avec une détermination farouche, perfectionnant notamment la recette secrète de sa grand-mère maternelle, cette fameuse tarte tatin qui avait uni ses parents. Sa mère lui avait transmis chaque détail, chaque nuance de ce dessert unique. « C'est notre signature familiale », lui avait expliqué Isabelle en lui montrant les gestes précis. Le secret réside dans le mélange d'épices, cannelle de Ceylan, cardamome verte et une pointe de fleurs d'oranger. Mais surtout, il faut y mettre tout son amour. Pendant 10 ans, Chloé avait gravi les échelons de la gastronomie parisienne. Elle avait travaillé dans les plus grandes maisons, accumulé les distinctions, bâti une réputation irréprochable. Mais derrière chaque succès se cachait le même objectif secret, attirer l'attention d'Alain Dupont. Elle avait étudié ses habitudes, ses goûts, ses fréquentations. Elle savait qu'il organisait régulièrement des dîners d'affaires dans sa demeure, qu'il faisait appel aux meilleurs traiteurs de Paris. Elle avait postulé plusieurs fois indirectement, mais n'avait jamais eu l'occasion rêvée, jusqu'à ce coup de téléphone d'Hélène. La veille, « Mademoiselle Martin, je suis Hélène Moreau. Gouvernante de la famille Dupont, nous organisons un dîner important demain soir et nous aurions besoin de vos services pour le dessert. » Le cœur de Chloé avait bondi. Enfin, après tant d'années d'attente, le destin lui offrait sa chance. Bien sûr. « Madame Moreau, quel type de dessert souhaiteriez-vous ? Quelque chose de spécial, quelque chose qui marque les esprits, vous avez carte blanche. » Chloé avait souri en raccrochant. Oh oui, elle allait faire quelque chose de spécial, quelque chose que Alain Dupont n'oublierait jamais. Elle se dirigea vers sa cuisine professionnelle et commença à sortir les ingrédients. Pommes golden parfaitement mûres, beurre fermier, sucre blond et surtout, ce petit flacon contenant le mélange d'épices secrets de sa grand-mère. Ses gestes étaient précis, automatiques, répétés 1000 fois. Mais ce soir, il revêtait une dimension particulière. Chaque mouvement la rapprochait de son père, de cette vérité qu'elle portait depuis si longtemps, en caramélisant le sucre. Elle repensa à sa mère. Isabelle avait maintenant 52 ans, et elle n'avait jamais refait sa vie. Elle continuait à vivre seule à Lyon, comme si une partie d'elle-même était restée dans cette demeure parisienne avec l'homme qu'elle avait aimé. « Qu'est-ce que tu espères, au juste ?» lui avait demandé Isabelle quand Chloé lui avait annoncé son plan. « La vérité, maman, il a le droit de savoir qu'il a une fille, et j'ai le droit de connaître mon père. » Isabelle avait hoché tristement la tête. « Et s'il nous rejette, s'il pense que nous venons pour son argent, alors au moins, nous saurons à quoi nous en tenir. » Maintenant, en disposant délicatement les lamelles de pommes dans le moule, Chloé sentait le poids de toutes ces années d'attente. Demain soir,
Elle se tiendrait face à cet homme qui hantait ses pensées depuis si longtemps. Elle verrait enfin son visage de près, entendrait sa voix, découvrirait s'il avait gardé quelque chose de ce jeune homme insouciant des photos. La tarte prenait forme sous ses mains expertes. L'arôme qui commençait à s'échapper du four était exactement celui que sa mère lui avait décrit. Envoûtant, unique, irrésistible. « Bientôt, papa », murmura-t-elle en regardant par la fenêtre les lumières de Paris. « Bientôt, tu sauras que ta petite Isabelle ne t'a jamais oublié et que l'amour que vous avez partagé a donné naissance à quelque chose de beau. » Elle ferma les yeux et imagina la scène du lendemain, la surprise sur le visage d'Alain quand il goûterait sa tarte, cette reconnaissance instinctive qui ne pourrait mentir, et puis sa révélation qui changerait leur vie à tous après 30 années de silence. Il était temps que la vérité éclate enfin. Le grand salon de la demeure Dupont brillait de 1000 feux sous les lustres de cristal. Les boiseries cirées reflétaient à la lumière dorée des chandeliers, créant une atmosphère feutrée et raffinée qui impressionnait toujours les invités. Alain, impeccable dans son costume anthracite, accueillait avec un sourire de façade les investisseurs japonais qui venaient d'arriver. « Monsieur Tanaka, quel plaisir de vous revoir à Paris », déclara-t-il en s'inclinant légèrement devant le dirigeant nippon. L'homme d'affaires, la soixantaine élégante, répondit par une courbette respectueuse. « L'honneur est pour nous, monsieur Dupont, votre réputation dans l'immobilier de luxe n'est plus à faire. » Autour de la table dressée avec soin, 6 convives prenaient place pour ce dîner qui pourrait sceller un accord de plusieurs centaines de millions d'euros. Alain maîtrisait parfaitement ce genre d'exercice, naviguant entre courtoisie diplomatique et négociations subtiles. Pourtant, ce soir, quelque chose le perturbait sans qu'il puisse mettre le doigt dessus. Peut-être était-ce cette nervosité inhabituelle d'Hélène, qui multipliait les allers-retours entre la cuisine et la salle à manger, ou cette sensation étrange d'être observé, comme si des yeux invisibles épiaient chacun de ses gestes. Le repas se déroulait parfaitement. Le chef habituel avait préparé un menu raffiné, velouté de châtaignes au cèpe, filet de bœuf en croûte d'herbe, et pour accompagner, un château Margaux 1995 qui délitait les langues et facilitait les négociations. « Vos projets à Tokyo nous intéressent vivement », avançait M. Tanaka entre deux bouchées. « Mais nous aimerions être certains de votre engagement à long terme dans la région. » Alain hocha la tête, développant sa vision stratégique pour l'Asie, exposant les bénéfices mutuels de leur partenariat, mais une partie de son esprit vagabondait. Tiraillé par des souvenirs qu'il ne parvenait pas à chasser, décembre avait toujours été un mois difficile pour lui. Chaque année, à cette période, le fantôme d'Isabelle ressurgissait malgré tous ses efforts pour l'enterrer. Ce soir, c'était particulièrement intense, comme si quelque chose dans l'air réveillait des émotions endormies. Hélène apparut discrètement près de lui. « Monsieur, si vous le permettez, le dessert sera servi dans quelques minutes. La chef pâtissière a préparé quelque chose d'exceptionnel. »« Parfait, » répondit Alain sans vraiment l'écouter, concentré sur les derniers détails de l'accord avec ses partenaires japonais. Dans la cuisine, Chloé ajustait sa toque blanche d'une main tremblante. Elle avait assisté au service depuis l'office, observant cet homme qu'elle ne connaissait que par des photos jaunies. Alain Dupont, à 58 ans, avait gardé cette prestance naturelle, cette élégance innée qui ne s'apprend pas. Ses cheveux grisonnants aux tempes lui donnaient une dignité nouvelle. Mais ses yeux portaient une tristesse profonde qu'aucun sourire mondain ne parvenait à masquer. « C'est le moment », lui murmura Hélène en posant une main rassurante sur son épaule. La vieille gouvernante avait les traits tirés par l'émotion. Après 40 ans de silence, elle savait que cette soirée marquerait un tournant irréversible dans la vie de cette maison. Chloé prit une profonde inspiration et disposa les parts de tarte tatin sur les assiettes de porcelaine fine. Chaque portion était parfaite, les pommes caramélisées brillant sous la lumière, l'arôme envoûtant s'échappant encore de la pâte dorée. Elle avait suivi la recette de sa grand-mère à la lettre. Y mettant tout son cœur et tous ses espoirs, « Messieurs », annonça Hélène en pénétrant dans la salle à manger, « permettez-moi de vous présenter notre chef pâtissière, mademoiselle Chloé Martin. » Chloé entra, portant fièrement le plateau d'argent. Les invités la saluèrent poliment, complimentant déjà la présentation du dessert, mais elle n'avait d'yeux que pour Alain, qui levait vers elle un regard distrait. Leurs yeux se croisèrent une fraction de seconde, et Chloé sentit son cœur s'emballer. Il ne la reconnaissait pas, bien sûr, mais quelque chose dans son expression vacilla imperceptiblement, comme un trouble inconscient. Une tarte tatin,
annonça-t-elle d'une voix qu'elle espérait assurée, préparée selon une recette familiale traditionnelle, avec un mélange secret d'épices. Elle déposa l'assiette devant Alain avec un soin particulier, leurs mains frôlant un instant la porcelaine. Un frisson la parcourut à ce contact fugace. « Cela sent divinement bon », commenta M. Tanaka. « Cette présentation est magnifique. » Alain saisit sa fourchette et découpa un morceau de tarte. Chloé retint son souffle, tous ses sens en alerte. C'était le moment de vérité, celui qu'elle avait imaginé des milliers de fois. La fourchette s'approcha des lèvres d'Alain. Il goûta, machinalement d'abord, puis son visage se figea, ses yeux s'écarquillèrent, la fourchette suspendue à mi-chemin entre l'assiette et sa bouche. Le monde sembla s'arrêter. Ce goût, ce mélange unique de cannelle, de cardamome et de fleurs d'oranger, cette texture si particulière, cette harmonie parfaite entre le sucré et l'épicé, c'était impossible. C'était exactement, rigoureusement, le goût de la tarte d'Isabelle. Une vague de souvenirs déferla sur lui avec la violence d'un tsunami, la cuisine de la demeure. 30 ans plus tôt, Isabelle en tablier blanc, ses cheveux relevés, ce sourire radieux quand elle lui tendait une part de sa création, leur rire complice, leur chuchotement d'amoureux, ces moments volés où il refaisait le monde autour d'une pâtisserie. « Monsieur Dupont », la voix de Monsieur Tanaka lui parvint comme dans un brouillard. « Tout va bien ». Alain cligna des yeux, réalisant que tous les regards étaient tournés vers lui. Il avait pâli, et ses mains tremblaient légèrement. Il tenta de se ressaisir, mais son cœur battait si fort qu'il craignait que tout le monde ne l'entende. « Excusez-moi », balbutia-t-il. « Cette tarte est remarquable, vraiment exceptionnelle. » Il leva les yeux vers Chloé, qui l'observait intensément, dans son regard noisette. Il crut percevoir quelque chose d'étrangement familier, une lueur qu'il avait déjà vue quelque part. « Puis-je vous demander, cette recette, d'où la tenez-vous » La question était sortie malgré lui, portée par une urgence qu'il ne contrôlait plus. Les invités le regardaient avec surprise, mais il s'en moquait. Rien d'autre ne comptait que la réponse de cette jeune femme. Chloé sentit ses jambes fléchir. Le moment était venu. « C'est une recette de famille, monsieur. Elle m'a été transmise par ma mère. » « Votre mère ?» La voix d'Alain se fit rauque. « Isabelle Laurent. » Le nom tomba comme une pierre dans un étang silencieux. Alain se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Le sang avait quitté son visage et ses lèvres tremblaient. « Excusez-moi, messieurs, » parvint-il à articuler en s'adressant à ses invités médusés. « Un problème urgent vient de survenir. Hélène va s'occuper de vous. » Il contourna la table d'un pas mal assuré et saisit Chloé par le bras, l'entraînant vers la cuisine. La jeune femme le suivit sans résister, le cœur battant la chamade. Dans la cuisine désormais silencieuse, Alain referma la porte derrière eux et se retourna vers Chloé. Ses yeux brillaient d'une émotion sauvage, mélange de choc, d'espoir et de terreur. « Ah, qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix brisée. « Qui êtes-vous, vraiment » Chloé déglutit péniblement. Après tant d'années d'attente, les mots avaient du mal à sortir. « Je suis Chloé Martin, Chloé Laurent Martin. Je suis née le 15 septembre 1995 à Lyon. » Alain fit rapidement le calcul. Septembre 1995. 9 mois après la disparition d'Isabelle, son regard se voila. « Mon Dieu, ma mère, Isabelle Laurent, elle était enceinte quand elle a quitté cette maison en décembre 1994. » Les jambes d'Alain se dérobèrent. Il s'appuya contre l'îlot central de la cuisine, essayant de digérer cette révélation qui bouleversait tout. « Enceinte, d'Isabelle. Mais alors vous êtes... votre fille. » Les deux mots résonnèrent dans la cuisine comme un coup de tonnerre. 30 ans de mensonges, de douleur et de solitude venaient de s'effondrer en une seule phrase. Alain la dévisagea avec une intensité nouvelle, cherchant des signes, des ressemblances. Maintenant qu'il savait, il les voyait partout. Ses yeux expressifs qu'il avait tant aimés, cette façon de pencher la tête quand elle réfléchissait, même la forme de ses mains. « Isabelle, » chuchota-t-il. « Où est-elle ? Est-elle ? Elle est vivante. Elle vit à Lyon. Elle ne vous a jamais oublié. » Chloé sortit de sa poche une enveloppe jaunie, au bord usé par les années. « Elle m'a demandé de vous remettre ceci. C'est une lettre qu'elle a écrite il y a 30 ans, mais qu'elle n'a jamais eu le courage d'envoyer. »
Alain prit l'enveloppe d'une main tremblante. Son nom était écrit dessus de l'écriture fine et appliquée qu'il reconnaissait entre 1030 ans, murmura-t-il, les larmes aux yeux. J'ai cru qu'elle était morte. Mon père m'avait dit. Il m'avait montré un certificat. Nous savons. Elle m'a tout raconté. Les menaces, le chantage. Votre père qui l'a forcée à partir. Alain s'effondra sur une chaise. Le poids de ces révélations l'écrasant, Isabelle était vivante. Il avait une fille. Toute sa vie n'était qu'un tissu de mensonges orchestrés par son propre père. Dans la salle à manger, les voix des invités japonais s'élevaient, inquiets de cette interruption, mais dans la cuisine, le temps semblait suspendu, père et fille face à face, pour la première fois, séparés par 30 années de silence et unis par un goût inoubliable de tarte aux pommes. Les mains d'Alain tremblaient violemment, tandis qu'il tenait l'enveloppe jaunâtre entre ses doigts. 30 ans que ces mots attendèrent d'être lus. 30 ans qu'Isabelle avait gardé ce secret enfermé dans son cœur. Dans la cuisine silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge murale rythmait cette rencontre impossible entre un père et sa fille. Je ne sais pas si j'ai la force, murmura Alain, fixant l'écriture délicate qui formait son prénom sur l'enveloppe. Chloé s'approcha doucement, posant une main hésitante sur l'épaule de cet homme qui était son père et un parfait inconnu à la fois. Elle m'a dit que vous aviez le droit de savoir, que vous aviez toujours eu le droit de savoir. Alain leva vers elle des yeux brillants de larmes contenues. Dans ce visage de jeune femme, il retrouvait tant de traits d'Isabelle que cela lui serrait le cœur, cette fossette au menton, cette façon de froncer légèrement les sourcils quand elle était émue. D'un geste sec, il déchira l'enveloppe. 3 feuillets s'en échappèrent, couverts de cette écriture fine qu'il avait si souvent admirée sur les petits mots qu'Isabelle glissait dans ses poches lors de leur rendez-vous secret. 15 décembre 1994. Lut-il à voix haute en découvrant la date? Le jour même de sa dernière dispute avec son père, il déplia les feuillets et commença à lire. Sa voix se brisa dès les premiers mots. « Mon Alain chéri, quand tu liras ces lignes, j'aurai déjà disparu de ta vie. Je sais que tu ne comprendras pas, que tu penseras peut-être que je t'ai trahi, mais j'espère qu'un jour tu sauras que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. » Alain marqua une pause, submergé par l'émotion. Chloé attendait en silence, les larmes aux yeux elle aussi. Elle connaissait cette lettre par cœur. Sa mère la lui avait lue tant de fois. « Il faut que tu saches que je porte notre enfant. Oui, Alain, nous allons avoir un bébé. J'aurais dû te l'annoncer autrement, dans la joie et l'espoir, pas dans cette lettre d'adieu. Mais ton père a découvert notre secret, et ces menaces sont bien réelles. Un enfant, répéta Alain dans un souffle, levant les yeux vers Chloé. Elle était enceinte, et je ne le savais même pas. Il reprit sa lecture, la voix de plus en plus rauque. Henri Dupont est venu me voir ce matin. Il sait tout de nous, de nos rencontres, de nos projets. Il m'a promis que si je ne disparaissais pas immédiatement, il détruirait ma famille, mon père. Tu sais comme il est malade. Les Dupont financent ses soins depuis des mois. Ton père menace de tout couper si je reste. Le salaud, gronda Alain en serrant les poings. Ce monstre a utilisé la maladie de ton grand-père pour faire chanter ta mère. Chloé hocha tristement la tête. Grand-père est mort 6 mois après la naissance de maman, 6 mois où elle a pu le soigner grâce à ce sacrifice. Alain continua sa lecture, chaque mot lui transperçant le cœur. Mais ce n'est pas tout. Il a dit qu'il te ferait croire que j'étais partie avec un autre homme, que j'avais volé de l'argent. Il a même parlé de faux témoins, de preuves fabriquées. Je sais que tu me chercheras, mon amour, mais il fera tout pour te convaincre que je ne valais rien. Il l'a fait, murmura Alain, les larmes coulant librement sur ses joues. Il m'a montré des soi-disant preuves, des témoignages, et puis ce certificat de décès. Faux, évidemment, confirma Chloé. Maman a tout découvert plus tard. Il avait soudoyé un employé d'état civil dans le sud. Alain se leva brusquement et donna un coup de poing rageur sur l'îlot central. 30 ans, j'ai cru qu'elle était morte. 30 ans, j'ai vécu avec cette culpabilité, pensant que j'avais échoué à la protéger. Sa voix se brisa en sanglots. Chloé, émue par cette douleur brute, s'approcha encore. « Lisez la suite », chuchota-t-elle. « S'il vous plaît. » Alain reprit les feuillets d'une main tremblante. « Je pars pour Lyon ce soir. Ma tante accepte de m'héberger jusqu'à la naissance.
Je ne sais pas comment j'élèverai notre enfant seul, mais je te promets de lui parler de toi, de lui dire quel homme merveilleux tu es. Je lui apprendrai ma recette de tarte tatin, celle que je t'avais promise pour notre mariage, pour qu'elle garde un lien avec cette époque bénie où nous étions heureux. Elle a tenu parole, dit doucement Chloé. Chaque dimanche, elle me faisait cette tarte en me racontant votre histoire. Elle m'a appris à vous aimer avant même de vous connaître. Alain la dévisagea avec une intensité nouvelle. Cette jeune femme courageuse qui se tenait devant lui était le fruit de son amour avec Isabelle, chair de sa chair, portant en elle le meilleur de celle qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Je t'en supplie, Alain, ne me cherche pas. Si tu m'aimes vraiment, laisse-moi disparaître. Ton père n'hésitera pas à nous détruire tous les trois si tu me retrouves. Construis ta vie, épouse quelqu'un de ton milieu. Sois heureux, moi. J'aurai notre enfant et tes souvenirs. Cela me suffira. Non, explosa Alain en froissant la lettre. Ça ne suffisait pas. J'avais le droit de choisir. J'avais le droit de me battre pour vous. Il arpentait maintenant la cuisine comme un fauve en cage, rageur et désespéré. Vous ne comprenez pas, intervint Chloé. Elle n'avait que 22 ans. Elle était enceinte et terrorisée. Votre père lui avait fait comprendre qu'il irait jusqu'au bout de ses menaces. Mon père, cracha Alain avec dégoût. Ce manipulateur pervers qui se servait de la charité comme d'une arme. Vous savez ce qu'il m'a dit quand j'ai voulu la chercher, qu'elle avait montré sa vraie nature, qu'elle était partie dès qu'elle avait trouvé mieux. Chloé sortit de son sac une photo froissée qu'elle tendit à Alain. Voici ce qu'elle est devenue. La photo montrait Isabelle à 40 ans environ, devant un petit atelier de couture. Elle souriait, mais ses yeux portaient cette tristesse que Chloé connaissait si bien. Elle n'a jamais refait sa vie. Jamais. Elle dit qu'elle a donné son cœur une seule fois, pour toujours. Alain contempla longuement le visage vieilli, mais toujours beau de son premier amour. Tant d'années perdues, tant de gâchis. Et vous, demanda-t-il soudain, comment avez-vous grandi? Qu'est-ce que vous savez de moi? Chloé sourit tristement. Maman m'a tout raconté. Vos rêves, vos projets, votre gentillesse. Elle m'a élevée en me disant que j'avais le meilleur père du monde, mais qu'il ne pouvait pas être avec nous. J'ai eu d'autres enfants, avoua Alain avec gêne. Je me suis mariée 5 ans après. Le visage de Chloé se durcit imperceptiblement. Je sais, Émilie et Thomas Dupont, je les ai étudiés, eux aussi. Étudiés. J'ai passé 10 ans à préparer ce moment. Je voulais tout savoir sur vous, sur votre famille, sur votre vie. Alain réalisa soudain l'ampleur de la démarche de sa fille. Cette rencontre n'était pas fortuite. C'était l'aboutissement d'une quête longue et patiente. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce qu'il me fallait être sûr de pouvoir vous regarder en face. Et parce que maman mérite enfin de savoir si vous l'aimez encore. Cette question flotta entre eux comme un défi. Alain ferma les yeux, laissant remonter 30 ans de souvenirs enfouis. « Je n'ai jamais cessé de l'aimer », murmura-t-il. « Pas un seul jour. Tout le reste n'était que du remplissage, de la survie. Alors prouvez-le, défia Chloé. Venez avec moi à Lyon. Regardez-la dans les yeux et dites-lui que vous lui pardonnez. Lui pardonner. Mais c'est moi qui ai échoué. C'est moi qui n'ai pas su la protéger. Vous étiez manipulé par votre propre père. Vous aviez 28 ans et vous pensiez qu'elle était morte. Dans la salle à manger, des voix s'élevaient. Hélène tentait visiblement de gérer les invités désorientés par l'absence prolongée de leur hôte. « Il faut que je retourne auprès de mes invités », soupira Alain. « Cet accord représente des millions. Et votre fille, et la femme que vous aimez, ça représente quoi ?» La question claqua comme un soufflet. Alain regarda cette jeune femme de 29 ans qui lui tenait tête avec un courage qu'il reconnaissait, le courage d'Isabelle. « Donnez-moi votre numéro, » dit-il finalement. « Laissez-moi le temps de digérer tout ça, de finir cette soirée. Demain, nous parlerons. Demain, nous déciderons ensemble de la suite. » Chloé hésita, puis griffonna son numéro sur un morceau de papier. « Ne me décevez pas, » dit-elle en se dirigeant vers la sortie. « J'ai passé ma vie à croire en vous. Ne détruisez pas ça. » Elle s'arrêta sur le seuil et se retourna une dernière fois. « Au fait, le goût de la tarte, c'était exactement comme dans vos souvenirs. » Alain sourit à travers ses larmes. « Exactement, comme si 30 ans ne s'étaient jamais écoulés. » Chloé hocha la tête et disparut, laissant derrière elle un homme bouleversé qui tenait entre ses mains les fragments éparpillés de sa vie. Le TGV filait à travers la campagne française sous un ciel plombé de décembre. Alain regardait défiler les paysages hivernaux par la fenêtre, mais ses pensées étaient ailleurs.
perdu dans un tourbillon d'émotions contradictoires. À côté de lui, Chloé consultait nerveusement son téléphone, envoyant probablement un énième message à sa mère pour la prévenir de leur arrivée. 2 jours s'étaient écoulés depuis la révélation. 2 jours pendant lesquels Alain avait pris les décisions les plus difficiles de sa vie. Annuler tous ses rendez-vous de la semaine, confier la finalisation de l'accord japonais à ses associés, et surtout, accepter de suivre Chloé à Lyon pour retrouver Isabelle. « Elle est très nerveuse », murmura Chloé en rangeant son téléphone. « Elle a peur de votre réaction. Moi aussi », avoua Alain, surpris par sa propre sincérité. Comment allait-il regarder en face cette femme qu'il avait crue morte pendant 30 ans? Que lui dire? Comment rattraper 3 décennies de malentendus et de douleurs? Vous lui ressemblez, dit-il soudain, observant le profil de sa fille. Cette façon de mordiller votre lèvre quand vous réfléchissez, elle faisait exactement pareil. Chloé sourit tristement. Elle dit que j'ai vos yeux, et votre entêtement, mon entêtement. D'après elle, quand vous aviez une idée en tête, rien ne pouvait vous faire changer d'avis. C'est comme ça que vous l'avez conquise, paraît-il. Alain sentit une bouffée de nostalgie l'envahir. Ces souvenirs qu'il avait enfouis remontaient à la surface, plus vivaces que jamais. Elle vous a raconté notre première rencontre. 1000 fois, vous rentriez d'une soirée, vous aviez bu un peu trop de champagne, et vous l'avez trouvé dans la cuisine en train de préparer sa tarte. Vous avez insisté pour goûter malgré ses protestations. Et j'ai dit, c'est de la magie pure. Ils échangèrent un sourire complice. Premier moment de vraie connexion entre eux. Le train entra en gare de Lyon-Pardieu dans l'après-midi. Chloé guida Alain à travers les rues animées du centre-ville, jusqu'à un quartier résidentiel tranquille, devant une petite maison à 2 étages, avec un jardinet soigneusement entretenu. Elle s'arrêta. « C'est là », dit-elle simplement. Alain contempla cette maison modeste, qui abritait la femme de sa vie depuis 30 ans. Des rideaux de dentelle encadraient les fenêtres, et quelques rosiers endormis attendirent le printemps dans le petit jardin. C'était si différent de la grandeur froide de sa demeure parisienne. « Elle nous observe », chuchota Chloé en désignant discrètement une fenêtre du premier étage. Le cœur d'Alain bondit. Derrière le rideau, il entrevit une silhouette féminine qui s'éclipsa aussitôt. Chloé frappa doucement à la porte. Des pas résonnèrent à l'intérieur. Hésitant, puis la porte s'entr'ouvrit. Isabelle Laurent apparut sur le seuil. Le temps sembla suspendu. À 52 ans, elle avait gardé cette beauté naturelle qui avait tant ému Alain, mais les années avaient creusé de fines rides autour de ses yeux noisettes, ses cheveux châtains, maintenant parsemés de fils argentés, étaient que toujours relevés dans ce chignon lâche qu'il adorait. Elle portait une robe simple en laine bleue et un cardigan beige, l'image même de la simplicité élégante. « Alain », murmura-t-elle, et sa voix n'avait pas changé. Il ne parvenait pas à articuler un mot. Voir Isabelle vivante, debout devant lui, après avoir porté son deuil pendant 3 décennies, le bouleversait au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. « Maman », intervint doucement Chloé. « Nous pouvons entrer. » Isabelle s'effaça pour les laisser passer, mais ses gestes étaient raides, empreints d'une méfiance douloureuse. Le salon était chaleureux et accueillant, décoré avec goût malgré des moyens visiblement limités. Des photos de Chloé à différents âges ornèrent les étagères, témoignant d'une vie de mère célibataire consacrée à son enfant. « Tu veux du thé ?» demanda Isabelle à sa fille, ignorant ostensiblement Alain. « Maman, s'il te plaît. »« Du thé, monsieur Dupont », reprit Isabelle d'un ton glacial en se tournant enfin vers lui. Cette froideur le gifla. Il s'attendait à beaucoup de choses, mais pas à cette hostilité contenue. « Isabelle, » commença-t-il. « Madame Laurent, » le coupa-t-elle sèchement. « Je pense que les familiarités ne sont plus de mise après tout ce temps. » Chloé lança un regard implorant à sa mère, mais Isabelle était retranchée derrière une muraille de rancœur. « J'ai lu votre lettre, » dit Alain en s'asseyant sans y être invité. « J'ai compris ce qui s'est passé, mon père. Votre père était un monstre, nous sommes d'accord. Mais vous, où étiez-vous pendant que je portais votre enfant? Où étiez-vous quand je la mettais au monde seule dans un hôpital de banlieue ?» Sa voix montait. 30 ans de colère refoulée explosant enfin. « Je croyais que tu étais morte, » s'exclama Alain. Il m'a montré un certificat de décès. J'ai porté ton deuil, Isabelle. J'ai vécu 30 ans avec ta mort sur la conscience. Et ça vous a pris combien de temps pour me remplacer? 5 ans, 6. Le coup porta. Alain pâlit, comprenant soudain la vraie raison de cette hostilité. Comment le sais-tu?
Vous croyez que votre mariage avec Madeleine de Montclair est passé inaperçu? La presse People en a parlé pendant des semaines. Le milliardaire célibataire enfin casé, un mariage de conte de fées dans l'aristocratie parisienne. Chloé assistait à cette confrontation le cœur serré. Elle avait espéré des retrouvailles émouvantes, pas cette guerre de tranchées. Ce mariage était une erreur, dit Alain. Une immense erreur. Je n'ai jamais aimé Madeleine. Mais vous l'avez épousée quand même. Vous avez eu des enfants avec elle. J'essayais de survivre. J'essayais d'oublier. Eh bien, félicitations. Vous avez réussi, pendant que je me tuais au travail pour élever notre fille. Vous construisiez votre petite famille parfaite. Isabelle éclata en sanglots. Toute sa composure s'effondrant d'un coup, Chloé se précipita vers elle pour la consoler. « Maman, ce n'est pas juste. Pas juste, hoqueta Isabelle. Tu sais ce qui n'est pas juste? C'est d'avoir renoncé à sa jeunesse pour protéger l'homme qu'on aime, et d'apprendre qu'il s'est consolé dans les bras d'une autre. » Alain s'approcha lentement, le cœur brisé par cette douleur qu'il avait involontairement causée. « Isabelle, écoute-moi. Non, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Vous avez vu votre fille. Vous savez qu'elle va bien. Maintenant, partez. Retournez à votre belle vie parisienne. »« Je ne partirai pas, » dit Alain avec une fermeté qui surprit tout le monde, y compris lui-même. « Pas cette fois. Je ne referai pas l'erreur de te laisser disparaître. Vous n'avez pas le choix. C'est ma maison, et c'est ma fille, et c'est la femme que j'aime. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle le dévisageait, les yeux brillants de larmes. « Comment osez-vous, après 30 ans, parce que c'est la vérité, » explosa Alain. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas un seul jour. Mon mariage avec Madeleine était un mensonge, une tentative pathétique d'oublier quelque chose d'inoubliable. » Il se laissa tomber dans le fauteuil, vidé de ses forces. « Tu veux savoir pourquoi j'ai divorcé? Parce que je l'appelais Isabelle dans mon sommeil, parce que je cherchais ton visage dans le sien, parce que chaque 15 décembre, je disparaissais pour aller me recueillir sur ta tombe. » Cette révélation ébranla Isabelle. Elle s'assit lentement, essuyant ses larmes d'un geste machinal. « Vous alliez sur ma tombe. Chaque année, dans le petit cimetière de Provence où mon père prétendait que tu étais enterré, je lui apportais des roses blanches, et je lui demandais pardon de ne pas avoir su te protéger. » Chloé observait ses parents, émue par cette tragédie qui avait gâché 3 vies. Elle comprenait maintenant l'ampleur du mal que Henri Dupont avait semé. « Il nous a tous détruits, » murmura Isabelle. « Votre père nous a tous détruits. »« Mais nous sommes encore là, » dit doucement Alain. « Nous sommes encore vivants, et nous avons une fille extraordinaire qui nous prouve que notre amour n'était pas vain. » Il tendit une main hésitante vers Isabelle. « Laisse-moi une chance de réparer. Laisse-moi au moins essayer. » Isabelle contempla cette main tendue, symbole d'un possible renouveau. 30 ans de solitude pesaient sur ses épaules, mais aussi 30 ans de fierté blessée. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner, » chuchota-t-elle. « Alors ne me pardonne pas, » répondit Alain. « Mais donne-nous une chance de recommencer, pour elle. » Son regard se tourna vers Chloé, qui retenait son souffle. « Notre fille mérite d'avoir ses 2 parents, même si c'est 30 ans trop tard. » Dans le silence qui suivit, on n'entendait que le tic-tac de l'horloge et les battements de 3 cœurs qui espéraient encore en l'avenir. Le trajet de retour vers Paris se déroula dans un silence pesant. Alain fixait le paysage qui défilait par la fenêtre du TGV, l'esprit hanté par les dernières paroles d'Isabelle. Elle avait accepté de réfléchir, de ne pas fermer définitivement la porte. Mais ses yeux portaient encore cette blessure profonde que 30 ans n'avaient pas suffi à cicatriser. Chloé, assise en face de lui, semblait aussi ébranlée par cette rencontre difficile. Elle, qui avait rêvé de retrouvailles émouvantes, découvrait la complexité des relations humaines et le poids des années perdues. « Elle a besoin de temps, » dit-elle finalement, brisant le silence. « Et si le temps ne suffit pas ?» répondit Alain d'une voix lasse. « Et si j'ai définitivement perdu ma chance ?» Vous ne l'avez jamais perdue. Sinon, elle vous aurait claqué la porte au nez. Le fait qu'elle nous ait laissé entrer prouve qu'une partie d'elle espère encore. Alain tourna vers sa fille, un regard plein de gratitude. Cette jeune femme qu'il connaissait à peine faisait preuve d'une sagesse qui le touchait. « Comment as-tu fait pour grandir si bien sans moi ? Maman ne m'a jamais manqué d'amour, et elle m'a élevée en me parlant de vous comme du plus merveilleux des pères. Ça aide, vous savez. »
de grandir en sachant qu'on est le fruit d'un grand amour. Ces mots réchauffèrent le cœur d'Alain, plus que tout ce qu'il avait entendu depuis longtemps. Quand ils arrivèrent à la demeure du pont en fin d'après-midi, Hélène les attendait dans le hall d'entrée. La vieille gouvernante avait l'air particulièrement agitée. Ses mains nerveuses trituraient son tablier. « Monsieur Alain, comment cela s'est-il passé ?» Alain observa attentivement cette femme qui faisait partie des meubles depuis 40 ans, depuis la révélation de Chloé. Il la regardait différemment, se demandant ce qu'elle savait vraiment. « Hélène, dit-il d'une voix grave. Il faut qu'on parle. » La gouvernante pâlit imperceptiblement. « Bien sûr, monsieur. Voulez-vous que je prépare du thé ? » ?»« Non. Je veux que vous me disiez la vérité. Toute la vérité. » Ils se dirigèrent vers le petit salon attenant à la cuisine, celui-là même où Alain et Isabelle avaient vécu leurs plus beaux moments. Chloé les suivit. Pressentant que d'autres révélations allaient bouleverser cette journée déjà riche en émotions, Hélène s'assit sur le bord de sa chaise, les mains jointes, comme une écolière prise en faute. « Monsieur, vous saviez ?» l'interrompit Alain. « Vous saviez qu'Isabelle était vivante. Vous saviez pour Chloé, depuis le début. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. » Hélène baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Oui, » murmura-t-elle. « Je savais. » Le mot tomba comme une sentence. Chloé retint son souffle tandis qu'Alain encaissait ce nouveau coup. « 40 ans, » dit-il lentement. « 40 ans que vous travaillez pour cette famille. 40 ans que je vous fais confiance. Et vous m'avez laissé croire qu'elle était morte. Monsieur Alain, vous ne comprenez pas ? Alors expliquez-moi, » explosa-t-il. « Expliquez-moi comment vous avez pu me regarder en face pendant 30 ans en sachant que la femme que j'aimais était vivante. » Hélène éclata en sanglots. Toute sa réserve s'effondrant d'un coup. « Parce que je n'avais pas le choix. Parce que votre père m'avait menacé. Mon père. Henri Dupont était un maître chanteur, Monsieur Alain. Il savait tout sur tout le monde dans cette maison, y compris sur moi. » Elle se leva péniblement et alla fouiller dans un tiroir du petit secrétaire. Elle en sortit une enveloppe froissée qu'elle tendit à Alain d'une main tremblante. « Qu'est-ce que c'est ? Lisez. » Alain ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs documents jaunis, des photos d'abord, qui le firent blêmir. On y voyait Hélène, beaucoup plus jeune, en compagnie d'un homme qu'il ne reconnaissait pas. « Jean-Pierre Moreau, » expliqua Hélène d'une voix brisée. « L'homme que j'aimais, un homme marié. » Alain examina les autres documents. Des lettres d'amour, des reçus d'hôtel, des témoignages compromettants. « Votre père avait tout ça. Il avait fait enquêter sur moi quand j'ai commencé à travailler ici. Il gardait ses preuves comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. » Chloé s'approcha pour regarder les photos. Elle découvrait un autre visage d'Hélène, celui d'une jeune femme amoureuse et heureuse. « En 1994, quand il a découvert votre liaison avec Isabelle, il est venu me voir, » continua Hélène. « Il m'a dit que si j'aidais de quelque façon que ce soit cette fille, il révélerait mon secret. Jean-Pierre était comptable dans une grande entreprise, père de 3 enfants. Ce scandale l'aurait détruit. »« Alors vous avez choisi de me détruire moi ?» dit amèrement Alain. « Je n'avais que 25 ans, j'étais terrifiée. Et puis, j'ai appris qu'Isabelle était partie volontairement. Je me suis dit que peut-être c'était mieux ainsi, que votre père avait raison de protéger la famille. Vous saviez qu'elle était enceinte. » Hélène hocha misérablement la tête. « Je l'ai découvert quelques mois plus tard. J'avais gardé le contact avec sa tante à Lyon, discrètement. Quand j'ai appris pour le bébé, j'ai voulu vous dire, Monsieur Alain, je le jure, mais votre père l'a su. Il avait des espions partout. Il m'a convoqué dans son bureau et il m'a montré de nouvelles photos de Jean-Pierre et moi, des photos récentes. Notre liaison continuait, vous comprenez ? » La voix d'Hélène se brisa. Alain comprenait l'engrenage fatal dans lequel elle s'était trouvée prise. Il m'a dit que si un seul mot sortait de ma bouche, il détruirait Jean-Pierre et toute sa famille, et que par la même occasion, il m'accuserait de complicité dans la fuite d'Isabelle avec l'argenterie soi-disant volée. L'argenterie volée était aussi un mensonge. Bien sûr, votre père l'avait simplement cachée dans un coffre, mais qui m'aurait cru contre sa parole ? Alain se prit la tête dans les mains. L'ampleur de la manipulation de son père le dépassait. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après ? Les années ont passé. Vous vous êtes mariés. Vous avez eu des enfants. J'ai continué à donner des nouvelles de Chloé à sa grand-tante, en secret. Et puis votre père est mort, mais
Mais vous sembliez avoir refait votre vie. J'ai pensé que révéler la vérité ne ferait que rouvrir des blessures cicatrisées. Ah, cicatrisées, explosa Alain. Vous croyez que j'étais heureux. Vous croyez que mon mariage était réussi. Je ne savais pas. Chloé, qui avait écouté en silence, prit enfin la parole. Et quand vous m'avez vue pour la première fois, vous m'avez reconnue. Hélène tourna vers elle des yeux noyés de larmes. Immédiatement, vous avez les yeux de votre mère et le sourire de votre père. J'ai su tout de suite qui vous étiez. Alors pourquoi m'avoir proposé pour ce dîner ? Parce que j'en avais assez de porter ce secret. 40 ans de culpabilité, mademoiselle. 40 ans à voir monsieur Alain dépérir d'année en année, à devenir cet homme amer et solitaire qu'il n'était pas dans sa jeunesse. Hélène se tourna vers Alain, les mains jointes comme pour une prière. J'ai pensé que si vous vous rencontriez naturellement, si vous découvriez la vérité par vous-même, peut-être que le mal pourrait enfin être réparé, en me manipulant une fois de plus, en vous donnant une chance de retrouver votre bonheur, s'écria Hélène. J'ai vu votre visage quand vous avez goûté cette tarte, monsieur Alain. J'ai vu vos yeux s'illuminer pour la première fois depuis des décennies. Un long silence s'installa dans le petit salon, dehors. La nuit tombait sur Paris, enveloppant la demeure d'un voile de mystère. « Jean-Pierre » demanda finalement Alain. « Qu'est-il devenu ? Il est mort il y a 10 ans, d'un cancer. Je n'ai jamais pu lui dire adieu correctement, à cause de ce secret. » Alain observa cette femme qui avait consacré sa vie à sa famille, sacrifiant ses propres bonheurs par peur et par fidélité mal comprise. « Vous auriez dû me faire confiance, Hélène. Vous auriez dû me dire la vérité. Je sais, et je le regretterai jusqu'à mon dernier souffle. Mais maintenant, pouvez-vous me pardonner ? Pouvez-vous comprendre que j'ai agi par faiblesse, pas par méchanceté ?» Chloé posa une main compatissante sur l'épaule de la vieille gouvernante. « Vous étiez une victime, vous aussi. Nous étions tous victimes d'Henri Dupont. » Alain acquiesça lentement. La colère cédait la place à une immense lassitude. Tant de vies brisées par l'orgueil et la manipulation d'un seul homme. « Vous resterez, » dit-il finalement. « Cette maison est votre maison. Mais plus jamais de secret entre nous. Plus jamais. » Hélène hocha la tête, soulagée au-delà des mots. « Merci, monsieur Alain. Merci de me donner une chance de me racheter. » « Il faut qu'Isabelle sache tout ça, » intervint Chloé. « Elle doit comprendre que vous n'étiez pas libre de vos choix. Vous croyez que cela changera quelque chose ? » « Je ne sais pas, » admit Alain. « Mais au moins, toute la vérité sera dite. Il est temps que les mensonges de mon père cessent de nous empoisonner la vie. » Dans la pénombre du salon, 3 générations de victimes de Henri Dupont se serraient les unes contre les autres. Unies enfin par la vérité libérée, le lendemain matin, Alain arpentait son bureau comme un lion en cage. Sur sa table de travail s'étalèrent les documents légaux concernant la reconnaissance de Chloé comme héritière. Mais son esprit était ailleurs. Il devait annoncer la nouvelle à Émilie et Thomas, ses enfants du premier mariage. À 23 et 25 ans, ils avaient leur propre vie, mais cette révélation allait bouleverser leur héritage et leur vision de la famille. Chloé était repartie à Lyon la veille au soir pour soutenir sa mère et lui rapporter les révélations d'Hélène. Alain se sentait plus seul que jamais dans cette immense demeure qui résonnait de secrets enfin dévoilés. Il décrocha son téléphone et composa le numéro d'Émilie. « Papa » répondit sa fille, surprise. « Tu m'appelles tôt, tout va bien, Émilie. J'aurais besoin de vous voir, Thomas et toi, aujourd'hui si possible. Il faut que je vous parle de quelque chose d'important. » Un silence inquiet accueillit ces mots. « Il s'agit de santé. Tu nous caches une maladie. » « Non, ma chérie, c'est à propos de la famille, de notre famille. »« D'accord, » dit-elle lentement. « Je vais prévenir Thomas. On peut venir cet après-midi. »« Parfait, merci. » Après avoir raccroché, Alain se laissa tomber dans son fauteuil de cuir. Comment annoncer à ses enfants qu'ils avaient une demi-sœur de 29 ans ? Comment leur expliquer que leur père avait mené une double vie émotionnelle pendant toutes ces années ? L'après-midi arriva trop vite. Émilie et Thomas se présentèrent ensemble à la demeure, intrigués par la convocation exceptionnelle de leur père. Émilie, jeune avocate prometteuse aux cheveux bruns coupés au carré, avait hérité de l'esprit d'analyse familiale. Thomas, plus artiste, travaillait comme architecte et ressemblait physiquement à son père, avec ses yeux clairs et ses traits fins. « Papa » dit Émilie en l'embrassant. « Tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui se passe ?» Ils s'installèrent dans le salon principal.
celui où se prenaient traditionnellement les décisions importantes de la famille. Alain regardait ses enfants, ces deux êtres qu'il aimait profondément, mais qui allèrent peut-être le juger pour ses révélations. « Ce que je vais vous dire va vous choquer, » commença-t-il. « Je vous demande juste de m'écouter jusqu'au bout avant de réagir. » Thomas et Émilie échangèrent un regard inquiet. « Il y a 30 ans, avant votre naissance, j'ai vécu une histoire d'amour avec une jeune femme qui travaillait ici. Elle s'appelait Isabelle Laurent. Une employée, intervint Thomas, surpris. Une cuisinière. Nous nous aimions profondément. Mais votre grand-père a découvert notre relation et l'a forcée à partir. » Alain leur raconta toute l'histoire, la manipulation d'Henri, la fausse mort d'Isabelle, sa grossesse cachée, et finalement l'apparition de Chloé dans sa vie. « Vous avez une sœur, » conclut-il. « Une demi-sœur de 29 ans qui s'appelle Chloé Martin. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Émilie et Thomas le dévisageaient, comme s'il venait de leur annoncer qu'il était un extraterrestre. « Une sœur, » répéta Émilie lentement. « Tu as eu un enfant avec une autre femme avant maman. »« Avant maman, oui, mais j'ignorais son existence jusqu'à cette semaine. » Thomas se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. « C'est pour ça que tu as divorcé ?» demanda-t-il sans se retourner. « À cause de cette, Isabelle ?»« En partie, oui. Je n'ai jamais pu l'oublier. Votre mère méritait mieux qu'un mari qui en aimait une autre. »« Et maintenant ?» questionna Émilie d'une voix tendue. « Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais reconnaître Chloé légalement. Elle est ma fille. Elle a droit à sa part d'héritage. »« Notre héritage, tu veux dire ?» lâcha Thomas avec amertume. Alain soupira. Il s'attendait à cette réaction. « Thomas, l'argent ne devrait pas. »« Ah non !» se retourna son fils. « Tu crois que c'est facile d'apprendre qu'on a une sœur inconnue qui va récupérer un tiers de l'empire familial ?»« Un tiers », s'alarma Émilie. « Si elle est reconnue officiellement, oui, c'est la loi. » Émilie se prit la tête dans les mains. « Papa, tu te rends compte de ce que tu nous annonces ? Une parfaite inconnue va débarquer dans notre vie et rafler notre héritage. »« Ce n'est pas une inconnue, » s'emporta Alain. « C'est votre sœur, ma fille. »« Une fille que tu as abandonnée pendant 30 ans, » répliqua Thomas. « Je ne l'ai pas abandonnée. Je ne savais même pas qu'elle existait. La tension montait dangereusement. » Alain voyait ses enfants se braquer, leurs visages se durcir. « Et cette femme ?» demanda Émilie. « Cette Isabelle, tu comptes la récupérer aussi ? J'espère, si elle veut bien de moi. »« Parfait, » dit Thomas avec un rire amer. « Donc, non seulement on découvre qu'on a une sœur, mais en plus papa va peut-être se remarier avec sa mère, la famille recomposée idéale. Thomas, je sais que c'est difficile à accepter. Difficile, papa. C'est notre vie que tu bouleverses, nos projets, notre avenir, tout. » Émilie, qui était restée silencieuse, leva soudain la main. « Stop, arrêtez-vous tous les deux. » Elle se tourna vers son père, le regard perçant. « Papa, cette histoire, elle est vraie, entièrement vraie. Grand-père était vraiment capable de ce que tu décris. » Alain hocha gravement la tête. « Malheureusement, oui, votre grand-père était un homme dur, manipulateur. Il a détruit plusieurs vies pour protéger ce qu'il considérait comme l'honneur familial. » Émilie réfléchit longuement. « Et cette fille, Chloé, comment est-elle ? Intelligente, courageuse, talentueuse. Elle a grandi dans des conditions modestes, mais elle s'est construite une belle carrière de chef pâtissière. Elle vient pour l'argent ?» demanda brutalement Thomas. « Non, » répondit Alain avec conviction. Elle voulait juste connaître son père et révéler la vérité à sa mère. L'argent ne l'intéresse pas. Comment peux-tu en être sûr ? Parce qu'elle a mis 10 ans à me retrouver. Si elle voulait l'argent, elle serait venue plus tôt, avec des avocats et des preuves ADN. Au lieu de ça, elle a choisi de me rencontrer à travers ce qu'elle fait de mieux. La cuisine. Émilie se leva et rejoignit son frère près de la fenêtre. Ils échangèrent quelques mots à voix basse, puis revinrent s'asseoir. « Papa, » dit Émilie, « on a besoin de la rencontrer. »« Quoi ? » ?»« Cette Chloé, on veut la rencontrer, si elle doit faire partie de la famille. On veut savoir qui elle est vraiment. » Thomas acquiesça, bien qu'avec réticence. « Et si elle nous plaît pas ?» demanda-t-il. « Elle vous plaira, » dit Alain avec un sourire. « Impossible qu'elle ne vous plaise pas. Et si c'est le cas, tu renonceras à la reconnaître. » insista Thomas. Alain secoua fermement la tête. « Non,
Que vous l'aimiez ou non, elle reste ma fille, mais j'espère que vous lui donnerez sa chance. » Émilie soupira longuement. « Tu sais, papa, maintenant je comprends mieux pourquoi tu étais si triste quand on était petit. Pourquoi tu semblais toujours absent. Je suis désolée, vous méritiez un père plus présent. Et maman méritait un mari qui l'aimait vraiment, » ajouta Thomas avec une pointe d'amertume. « Votre mère est une femme bien. Nos problèmes de couple ne regardèrent que nous. Et peut-être, » dit Émilie. « Mais maintenant, on comprend mieux. Et quelque part, on est content que tu aies enfin une chance d'être heureux. » Cette déclaration inattendue toucha profondément Alain. « Vraiment, tu es notre père ?» dit Thomas en s'asseyant près de lui. « Et tu n'as jamais été vraiment heureux, même quand on était gamin? Si cette femme et cette fille peuvent te rendre le sourire, alors on sera là pour vous, même si ça signifie partager l'héritage. »« Papa, » dit Émilie en souriant, « on n'est pas des monstres d'avidité. On a une belle vie, de bons métiers, et puis, quelque part, l'idée d'avoir une grande sœur, c'est plutôt excitant. Une grande sœur qui sait cuisiner, » ajouta Thomas avec un sourire. « Ça, c'est un bonus. » Alain sentit ses yeux s'embuer. Il avait craint le rejet, la colère, et ses enfants lui offraient leur soutien. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de me donner cette chance. À une condition, » dit Émilie en redevenant sérieuse. « Tu nous présentes d'abord Chloé, et si ça se passe bien, tu nous emmènes rencontrer sa mère. On veut voir de nos yeux la femme qui a le pouvoir de rendre notre père heureux. Vraiment, vous feriez ça. »« Papa, » dit Thomas en lui tapotant l'épaule. 30 ans de tristesse, ça suffit. Il est temps que cette famille connaisse enfin le bonheur, tous ensemble. Pour la première fois depuis des années, Alain sentit l'espoir renaître dans son cœur. Ses enfants, ces merveilleux enfants qu'il avait eus avec Madeleine, lui offraient la possibilité de réunir enfin toute sa famille. « Et maintenant, » dit Émilie en se levant, « tu vas appeler cette Chloé et lui dire qu'elle a 2 nouveaux frères et sœurs qui ont hâte de la connaître. » Dans le salon de la demeure du pont. 3 générations se préparaient enfin à guérir les blessures du passé et à construire un avenir commun. 1 semaine s'était écoulée depuis la révélation à Émilie et Thomas. Alain n'avait cessé de réfléchir, élaborant dans sa tête un plan qui pourrait enfin réparer 30 années de mensonges et de souffrances. Ce matin de décembre, assis dans son bureau face au portrait de ses ancêtres, il prenait les décisions les plus importantes de sa vie. Il avait convoqué Maître Dubois, son notaire de confiance, pour mettre en place les dispositions légales nécessaires. L'homme de loi, la soixantaine distinguée, écoutait avec attention les instructions de son client. « Vous êtes certain de vouloir procéder ainsi, monsieur Dupont? Ces modifications successorales sont considérables, absolument certain, » répondit Alain sans hésitation. « Chloé Martin doit être reconnue officiellement comme ma fille et héritière à part égale avec Émilie et Thomas. » « Très bien. Et concernant cette fondation que vous souhaitez créer ?» Alain se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. C'était là qu'Isabelle aimait se promener pendant leurs moments volés, admirant les rosiers que sa mère entretenait avec amour. « La fondation Isabelle Laurent, » dit-il. 100 millions d'euros de dotation initiale, destinée à aider les familles modestes à accéder aux soins médicaux, avec un accent particulier sur les maladies pulmonaires. Le notaire nota scrupuleusement. Le nom de mademoiselle Laurent, c'est un hommage, c'est une réparation, corrigea Alain. Cette femme a sacrifié sa jeunesse et son bonheur pour sauver son père malade. Il est temps que d'autres familles n'aient plus à faire ce choix. Maître Dubois acquiesça respectueusement. En 40 ans de collaboration avec la famille Dupont, il avait appris à ne pas questionner leurs décisions philanthropiques, et la cérémonie que vous souhaitez organiser. Dans 3 jours, ici, dans la demeure, je veux que ce soit intime, en famille. Émilie et Thomas ont accepté de venir rencontrer leur sœur. Et mademoiselle Laurent mère, sera-t-elle présente? Alain soupira, c'était la grande inconnue de son plan. J'espère, Chloé essaie de la convaincre. Mais Isabelle reste méfiante. 30 ans de blessures ne se guérissent pas en quelques jours. Après le départ du notaire, Alain se dirigea vers les cuisines, où Hélène préparait le déjeuner. La gouvernante avait retrouvé un peu de sérénité depuis ses confessions, mais elle restait fragile, comme libérée d'un poids énorme. « Hélène, j'aurai besoin de votre aide pour organiser cette cérémonie. »« Bien sûr, monsieur Alain. Que souhaitez-vous? Quelque chose de chaleureux, de familial.
pas la pompe habituelle des réceptions d'affaires. Je veux qu'Isabelle et Chloé se sentent chez elles, ici. » Les yeux d'Hélène se voilèrent d'émotion. « Vous voulez vraiment qu'elle revienne, mademoiselle Isabelle ? Plus que tout au monde. Mais elle doit en avoir envie aussi. Je ne peux pas la forcer. Elle vous aime encore, vous savez. Chloé me l'a dit au téléphone hier. Mais elle a peur. Peur d'être à nouveau blessée. Peur de ne pas être à sa place dans votre monde. » Alain réfléchit aux mots d'Hélène. Il comprenait les craintes d'Isabelle. Comment une couturière de Lyon pourrait-elle se sentir à l'aise dans cette demeure imposante, au milieu de ce luxe qui représentait tout ce qui les avait séparés ? Hélène, vous vous souvenez de la chambre qu'occupait Isabelle quand elle travaillait ici ? La petite chambre sous les combles, bien sûr. Pourquoi ? Elle est restée vide depuis son départ. Oui, monsieur. Votre père avait interdit qu'on y touche. Je pense qu'il voulait effacer toute trace de son passage. Montrez-la-moi. Ils montèrent ensemble l'escalier de service jusqu'aux anciennes chambres de bonne. Alain n'y était jamais retourné depuis 1994. Hélène ouvrit une porte peinte en blanc écaillé. La chambre était minuscule mais baignée de lumière, grâce à une lucarne qui donnait sur les toits de Paris, un lit étroit, une commode simple, une petite table près de la fenêtre. Tout était resté tel qu'Isabelle l'avait laissé. Quelques livres oubliés, un foulard sur la commode, même un carnet de recettes ouvert sur la table. « Mon Dieu !» murmura Alain en découvrant le carnet. Ces recettes, il feuilleta délicatement les pages jaunies. L'écriture soignée d'Isabelle détaillait ses créations culinaires, avec des annotations personnelles touchantes. Alain adore les épices orientales. Ajoutez plus de cannelle pour lui. Sa préférée, ne jamais oublier la fleur d'oranger. Elle préparait tout ça pour vous, dit doucement Hélène. Chaque plat était pensé pour vous faire plaisir. Alain sentit sa gorge se serrer. Dans cette petite chambre humble, il retrouvait l'essence de leur amour. Simple, sincère, dénué d'artifice. Hélène, je veux que cette chambre soit remise en état, repeinte, décorée, transformée en quelque chose de beau, et je veux qu'elle soit prête pour dans 3 jours. Vous voulez qu'elle y loge. Je veux qu'elle comprenne qu'elle a toujours eu sa place ici, que cette maison est aussi la sienne. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Alain supervisa personnellement la rénovation de la chambre d'Isabelle, choisissant des tissus chaleureux, des meubles confortables, des objets qui reflétaient sa personnalité. Il fit installer une petite bibliothèque remplie de livres de cuisine du monde entier, et surtout, il fit encadrer et accrocher au mur le carnet de recettes retrouvé. Parallèlement, il préparait minutieusement la cérémonie de reconnaissance de Chloé. Pas de faste inutile, pas d'invités superflus, juste la famille, la vraie famille enfin réunie. Le matin du jour J, Alain était dans tous ses états. Émilie et Thomas devaient arriver vers midi. Chloé était attendue en début d'après-midi. Mais pour Isabelle, rien n'était certain. Elle hésite encore, lui avait confié Chloé au téléphone la veille. Elle a peur de ce qu'elle va ressentir en revoyant cette maison. Dis-lui qu'elle ne risque rien. Dis-lui que je l'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. À 11h, Émilie et Thomas sonnèrent à la porte. Alain alla les accueillir personnellement, le cœur battant. Ses enfants semblaient nerveux mais déterminés. « Comment tu te sens, papa ?» demanda Émilie en l'embrassant, comme un adolescent qui va à son premier rendez-vous. Avoua-t-il. Thomas sourit. « Au moins, tu es honnête. On est là pour toi, papa, et pour elle, notre sœur mystérieuse. Et pour cette Isabelle qui te rend fou depuis 30 ans, ajouta Émilie avec tendresse. Ils s'installèrent dans le petit salon, celui où tout avait commencé. Hélène avait préparé un déjeuner simple mais raffiné. En évitant toute ostentation qui pourrait intimider Isabelle, à 13h, Chloé arriva, seule. Alain sentit son cœur se serrer en ne voyant pas Isabelle avec elle. « Elle n'a pas pu », commença-t-il. « Elle arrive », le rassura Chloé. Mais elle avait besoin de temps pour se préparer mentalement. Elle sera là dans 1 heure. Les présentations entre Chloé et ses demi-frères et sœurs furent d'abord un peu tendues, chacun s'observant avec curiosité, mais rapidement, l'intelligence et la simplicité de Chloé firent tomber les barrières. « Alors c'est toi qui as bouleversé notre père avec une simple tarte », plaisanta Thomas. « Ce n'était pas qu'une simple tarte », répondit Chloé en souriant. « C'était 30 ans d'amour et de souvenirs concentrés dans chaque bouchée. » Émilie, pragmatique, posa les questions directes. « Tu veux quoi exactement ? De l'argent ? Une place dans l'entreprise. Je veux juste une famille, » répondit simplement Chloé. «
J'ai grandi sans père, sans frères et sœurs. L'argent, ça ne m'intéresse pas. Mais avoir des gens qui m'aiment et que je peux aimer en retour, ça n'a pas de prix. » Cette réponse sincère acheva de convaincre Émilie et Thomas. Quand Hélène annonça qu'une voiture venait de s'arrêter devant la grille, tous les cœurs s'accélérèrent. Isabelle Laurent allait enfin franchir à nouveau le seuil de la demeure Dupont. Alain se dirigea vers la porte d'entrée, suivi par ses 3 enfants. À travers les carreaux, il aperçut la silhouette d'Isabelle, qui remontait lentement l'allée, comme si chaque pas lui coûtait. Elle portait une robe bleu marine simple mais élégante. Ses cheveux étaient relevés dans ce chignon qu'il aimait tant. Elle avait pris soin de sa mise. Et cette attention particulière donnait de l'espoir à Alain. Il ouvrit la porte avant qu'elle ne sonne, et leurs regards se croisèrent. Dans les yeux d'Isabelle, il eut un mélange de peur, d'espoir et d'amour qui lui coupa le souffle. « Bonjour Alain », dit-elle simplement. « Bonjour Isabelle, merci d'être venue. » Derrière lui, Émilie et Thomas découvraient enfin cette femme mystérieuse qui avait marqué la vie de leur père. L'heure de la réconciliation avait sonné. Le grand salon de la demeure Dupont n'avait jamais connu une atmosphère aussi chargée d'émotions. Les lourdes tentures avaient été tirées pour laisser entrer la lumière hivernale, et des bouquets de roses blanches, les préférés d'Isabelle, ornaient discrètement la pièce. Maître Dubois avait disposé ses documents sur la table d'acajou, mais l'aspect juridique de cette cérémonie passait au second plan. Face à l'intensité humaine du moment, Isabelle était assise dans le fauteuil bergère près de la cheminée, celui-là même où elle s'installait autrefois pour repriser le linge de la famille. Ses mains, légèrement tremblantes, tenaient une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. À sa droite, Chloé lui prodiguait un soutien silencieux, tandis qu'Émilie et Thomas l'observaient avec une curiosité bienveillante. Alain, debout près de la fenêtre, rassemblait son courage pour prononcer les mots qu'il répétait dans sa tête depuis des jours. Avant que Maître Dubois procède à la reconnaissance officielle de Chloé, commença-t-il d'une voix émue, « J'aimerais dire quelque chose à chacun d'entre vous. » Il se tourna d'abord vers ses enfants du premier mariage. « Émilie, Thomas, vous m'avez donné le plus beau cadeau qu'un père puisse recevoir. Votre compréhension et votre soutien. J'ai été un père absent émotionnellement pendant votre enfance. Hanté par un passé que je croyais enterré, vous méritiez mieux, et j'espère pouvoir me rattraper. » Émilie essuya discrètement une larme. « Papa, tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais, et maintenant, on comprend pourquoi tu étais si triste. » Thomas hocha la tête. « L'important, c'est qu'on soit tous réunis maintenant. La vraie famille, enfin. » Alain se dirigea ensuite vers Chloé, posant une main paternelle sur son épaule. « Ma fille, tu as fait preuve d'un courage extraordinaire en venant me chercher. Tu aurais pu me haïr pour t'avoir abandonnée, même involontairement. Au lieu de ça, tu as choisi de réunir une famille brisée. J'ai eu la meilleure des mères, » répondit Chloé en regardant Isabelle. « Elle m'a appris à ne pas juger sans connaître la vérité. » Enfin, Alain s'approcha d'Isabelle. Elle leva vers lui des yeux brillants d'émotion, où se mêlaient encore crainte et espoir. « Isabelle, » commença-t-il en s'agenouillant devant son fauteuil, « il y a 30 ans, dans cette même pièce, je t'ai promis que je t'épouserais un jour. J'ai échoué à tenir cette promesse. J'ai échoué à te protéger des manigances de mon père. J'ai échoué à te retrouver quand tu as disparu. » Il sortit de sa poche un petit écrin de velours noir qui fit sursauter toute l'assemblée. « Mais aujourd'hui, je ne veux plus échouer. Je veux réparer 30 ans d'erreurs et de malentendus. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague de fiançailles, ornée d'un saphir entouré de diamants. La même bague qu'il avait achetée en secret en décembre 1994 et qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'offrir. « Isabelle Laurent, tu es l'amour de ma vie. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Veux-tu me donner une seconde chance? Veux-tu m'épouser ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Isabelle fixait la bague, les larmes coulant librement sur ses joues. Chloé retenait son souffle. Émilie et Thomas se tenaient par la main, émus par cette demande si longtemps attendue. « Alain, » murmura Isabelle d'une voix brisée, « cette bague, quand l'as-tu achetée ?» « Le 14 décembre 1994, le jour avant que tu disparaisses. J'avais prévu de te la donner pour Noël. » Cette révélation acheva de briser les dernières résistances d'Isabelle. Elle comprenait enfin qu'Alain n'avait jamais cessé de l'aimer, qu'il avait préparé leur avenir ensemble au moment même où elle était forcée de s'enfuir. « Tu l'as gardé pendant 30 ans.
Je l'ai gardé comme un symbole d'espoir, même quand je croyais que tu étais morte. Je n'arrivais pas à m'en séparer. » Isabelle tendit une main tremblante vers Alain. « Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, je veux t'épouser. J'ai attendu 30 ans. Je ne veux plus attendre 1 minute de plus. » Alain glissa la bague à son doigt, avec une tendresse infinie. Elle s'adaptait parfaitement, comme si ces 30 années d'attente n'avaient été qu'une parenthèse. Spontanément, Chloé applaudit, bientôt suivie par Émilie et Thomas. Même Maître Dubois, pourtant habitué aux événements familiaux, semblait ému par cette scène. « Maintenant, » dit Alain en se relevant, « procédons à la reconnaissance officielle de notre fille. » Maître Dubois s'éclaircit la voix et commença la lecture des documents légaux. Chloé Martin était officiellement reconnue comme Chloé Laurent Dupont, fille légitime d'Alain Dupont et héritière à part égale avec ses demi-frères et sœurs. « J'ai également une autre annonce, » déclara Alain une fois les formalités terminées. « J'ai créé la fondation Isabelle Laurent, dotée de 100 millions d'euros, destinée à aider les familles modestes à accéder aux soins médicaux. » Isabelle le regarda avec stupéfaction. « Une fondation, à mon nom? Tu as sacrifié ton bonheur pour sauver ton père? Cette fondation permettra à d'autres familles de ne plus avoir à faire ce choix terrible. » « 100 millions d'euros, répéta Isabelle, abasourdie. « Mais Alain, c'est énorme. C'est la dot que j'aurais dû t'offrir il y a 30 ans, répondit-il simplement. Thomas se leva soudain. « Papa, est-ce qu'on peut visiter la maison? Je veux dire, maintenant qu'Isabelle va faire partie de la famille, j'aimerais qu'elle nous raconte ses souvenirs d'ici. » « Excellente idée, approuva Émilie. « Et j'aimerais voir où maman travaillait, où vous vous êtes rencontrés. » Isabelle hésita. Revisiter ces lieux chargés de souvenirs risquait d'être douloureux. « Si tu préfères qu'on remette ça à plus tard, » proposa Alain. « Non, » dit-elle en se levant. « Il faut que j'affronte ces fantômes. Et puis, j'aimerais montrer à vos enfants l'endroit où leur père et moi sommes tombés amoureux. » La visite commença par la cuisine, théâtre de leur première rencontre. Hélène s'y trouvait, préparant discrètement un goûter. En voyant Isabelle, elle éclata en sanglots. « Mademoiselle Isabelle, pardonnez-moi. » Isabelle s'approcha de la vieille gouvernante et la prit dans ses bras. « Hélène, vous aussi étiez une victime. Henri Dupont nous a tous manipulés. C'est ici que papa a goûté votre fameuse tarte, » demanda Chloé. « Exactement là, » confirma Isabelle en désignant l'îlot central. « Il était rentré tard, un peu éméché, et il m'a trouvé en train de cuisiner. Et il a dit que c'était de la magie pure, » compléta Alain en souriant. « C'était magique, » murmura Isabelle. « Tout était magique avec toi. » Ils montèrent ensuite au premier étage, puis Alain guida Isabelle vers l'escalier de service. « J'ai une surprise pour toi. » Il ouvrit la porte de l'ancienne chambre de bonne. Isabelle poussa un cri de surprise en découvrant la transformation. La petite pièce avait été métamorphosée en un cocon chaleureux et raffiné, baigné de lumière dorée. « Ma chambre, » murmura-t-elle. « Tu as gardé ma chambre. Je l'ai fait rénover pour toi. Regarde. » Sur le mur, dans un cadre doré, son ancien carnet de recettes était exposé comme une œuvre d'art. « Tu avais gardé ça aussi. Tout. J'ai tout gardé. Parce qu'au fond de moi, j'espérais encore. » Isabelle s'effondra sur le lit, submergée par l'émotion. 30 ans de colère et de rancœur s'évaporaient devant tant d'amour préservé. « Cette chambre sera la nôtre, » déclara Alain. « Si tu le veux, nous commencerons notre nouvelle vie là où tout a commencé. »« Pas question, » intervint Thomas en riant. « Vous allez prendre la suite parentale. Cette chambre, c'est joli pour les souvenirs, mais vous méritez mieux maintenant. » Émilie approuva vigoureusement. « Thomas a raison. Maman et papa vont avoir la plus belle chambre de la maison. Et nous, on va apprendre à cuisiner avec notre grande sœur. »« Grande sœur », releva Chloé avec amusement. « Tu as 29 ans, on en a 23 et 25. Techniquement, tu es notre aînée, » expliqua Émilie. « Et tu vas nous apprendre la recette secrète de la tarte tatin, » ajouta Thomas. Pour la première fois depuis des décennies, la demeure Dupont résonnait de rires sincères et de joie partagée. Dans cette petite chambre sous les combles, 4 générations se réconciliaient enfin avec le passé et construisaient l'avenir. Dehors, les premiers flocons de neige de l'hiver commençaient à tomber, recouvrant Paris d'un voile blanc immaculé, comme un nouveau départ pour cette famille enfin réunie. 6 mois plus tard, juin 2025,
Le soleil de début d'été inondait la cuisine de la demeure Dupont d'une lumière dorée qui faisait danser les reflets sur les ustensiles de cuivre soigneusement alignés. L'atmosphère était très différente de ce sombre décembre où tout avait basculé. La maison respirait désormais la vie. Les rires et cette chaleur familiale qui avait manqué pendant si longtemps. Isabelle, maintenant Madame Dupont depuis leur mariage célébré en avril dans l'intimité, se tenait devant l'îlot central de la cuisine, vêtue d'un tablier blanc brodé de son prénom, ses cheveux, qu'elle portait maintenant détachés selon les goûts d'Alain, encadraient un visage rayonnant de bonheur. À 52 ans, elle avait retrouvé cette joie de vivre qu'il avait quittée pendant 3 décennies. « Bon, dit-elle en frappant dans ses mains. Aujourd'hui, je vais enfin vous transmettre le secret de famille, la vraie recette de la tarte tatin de grand-mère Laurent. » Autour d'elle, ses 3 enfants, car c'est ainsi qu'elle appelait désormais Émilie et Thomas, attendaient avec impatience. Leurs tabliers assortis noués autour de la taille, Chloé, radieuse, avait pris un congé sabbatique de son restaurant pour profiter pleinement de cette famille retrouvée. Émilie avait temporairement délaissé ses dossiers d'avocate, et Thomas avait posé ses crayons d'architecte pour ce cours de cuisine familiale. « Maman Isabelle », dit Émilie avec tendresse. Ce surnom s'était imposé naturellement. « Tu es sûre que tu veux partager tous tes secrets ?»« Ma chérie », répondit Isabelle en lui caressant la joue. « Vous êtes ma famille maintenant. Et dans une famille, les recettes se transmettent. C'est sacré. » Alain, assis sur un tabouret près de la fenêtre, observait cette scène avec une émotion palpable. À 58 ans, cet homme qui avait dirigé un empire financier avec une poigne de fer se laissait aujourd'hui attendrir par la simplicité de ce moment. Il tenait dans ses mains une tasse de café qu'Isabelle lui avait préparée, avec cette petite cuillère de miel qu'elle était la seule à savoir qu'il aimait. « Papa, » dit Chloé en souriant, « tu ne participes pas. Je préfère vous regarder. » Répondit-il. « Je passe ma vie à donner des ordres. Aujourd'hui, j'ai envie d'être juste un spectateur heureux. »« Menteur, » rit Thomas, « tu as peur de rater la recette et de décevoir maman. »« Thomas, » protesta Isabelle en rougissant, « ne taquine pas ton père. » Cette facilité avec laquelle ils avaient tous adopté les termes familiaux émouvait profondément Alain. Isabelle était devenue « maman » pour Émilie et Thomas. Chloé était devenue « grande sœur » et lui-même s'était coulé naturellement dans ce rôle de patriarche bienveillant qu'il n'avait jamais su incarner auparavant. « Bon, assez bavardé », déclara Isabelle en prenant les choses en main. « Chloé, tu sors les pommes, Émilie, tu t'occupes du beurre et du sucre, Thomas, tu prépares les épices. » « Les fameuses épices secrètes » s'exclama Thomas avec gourmandise. « Pas si secrètes que ça », nuança Isabelle. « Le vrai secret n'est pas dans les ingrédients. »« Ah bon ?» s'étonna Émilie. Isabelle sourit mystérieusement. « Vous verrez, pour l'instant, occupez-vous des pommes. Il faut les choisir avec amour, les éplucher avec patience, les découper avec précision. Chaque geste compte. » Pendant qu'il s'affairait, Hélène entra discrètement dans la cuisine. La vieille gouvernante, maintenant libérée de ses secrets, avait retrouvé sa sérénité. Elle s'était attachée à Isabelle avec une dévotion touchante, comme pour racheter ses années de silence. « Madame Isabelle, puis-je vous aider ?»« Hélène, combien de fois faudra-t-il que je vous dise de m'appeler simplement Isabelle ? Vous faites partie de la famille. Jamais je n'oserais, » protesta la gouvernante en souriant. « Mais puis-je au moins observer cette recette ? J'aimerais tant la connaître aussi. Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. » Alain regardait cette scène avec attendrissement. Sa maison, si froide et silencieuse pendant des années, vibrait maintenant de vie et de complicité. Il repensait souvent à son père, Henri Dupont, et à tout le mal que cet homme avait semé par orgueil et rigidité, comme la vie aurait été différente si la vérité avait éclaté plus tôt. « Papa, » dit soudain Chloé, « à quoi tu penses ? Tu as l'air songeur. »« Je pense à vous, » répondit-il sincèrement. « Je pense à cette chance incroyable que j'ai de vous avoir tous autour de moi. Et nous, on pense à quel point on a de la chance d'avoir retrouvé notre papa, » dit Émilie en s'approchant pour l'embrasser sur le front. « Et notre grand frère, » ajouta Thomas en lui ébouriffant affectueusement les cheveux. « Grand frère, » releva Alain, amusé. « Ben oui, » expliqua Thomas. « Chloé est notre grande sœur. Tu es notre grand frère. On a une famille bizarre, mais on l'adore. » Isabelle éclata de rire. « Thomas, tu es impossible. Bon, maintenant, tous au travail.
Les pommes ne vont pas se caraméliser toutes seules. » Ils se remirent à l'ouvrage avec entrain. Chloé dirigeait l'opération avec l'expertise de la professionnelle qu'elle était, mais Isabelle supervisait avec l'autorité tendre de la mère de famille qu'elle était devenue. « Maintenant, » dit Isabelle, quand les pommes furent parfaitement dorées. « Le moment crucial, les épices, Chloé, tu connais déjà, mais pour Émilie et Thomas, écoutez bien. » Elle sortit 3 petits flacons de sa poche. Cannelle de Ceylan, pas de Chine, cardamome verte, fraîchement moulu, et fleurs d'oranger, juste 3 gouttes. « Et c'est tout ?» demanda Émilie, un peu déçue. « Ah non !» sourit Isabelle. « Ça, c'est juste la base, le vrai secret, c'est ça. » Elle porta la main à son cœur. L'amour. Il faut cuisiner avec amour. Penser à ceux pour qui on prépare ce plat. Mettre de la tendresse dans chaque geste, de la joie dans chaque mélange. « Maman, » dit doucement Chloé, « c'est ce que tu faisais quand tu me préparais cette tarte tous les dimanches. Tu pensais à papa, à chaque seconde, » avoua Isabelle, les yeux brillants. « Je nous imaginais tous réunis, comme aujourd'hui. Je rêvais de ce moment où je pourrais enfin vous transmettre cette recette à tous. » Thomas essuya discrètement une larme. « Et maintenant, on y est, » murmura-t-il. « Maintenant, on y est, » confirma Isabelle. Ils terminèrent la tarte dans un silence ému, chacun mettant tout son amour dans sa participation. Quand elle sortit du four, dorée et parfumée, un silence respectueux accueillit ce chef-d'œuvre familial. « On la goûte », proposa Chloé. « Ensemble », insista Alain. Tous ensemble en même temps. Isabelle découpa 6 parts égales. Ils s'installèrent autour de la grande table de la cuisine, celle où se prenaient désormais tous les repas familiaux. Alain avait abandonné la solennité de la salle à manger pour la convivialité de la cuisine. « Un toast !» proposa Émilie en levant sa fourchette comme une coupe de champagne. « À grand-mère Laurent !» dit Chloé. « À maman Isabelle !» ajouta Thomas. « À papa Alain !» enchaîna Émilie. « À cette famille impossible et merveilleuse !» conclut Isabelle. « À l'amour qui traverse le temps !» ajouta Alain. Ils goûtèrent simultanément. Le goût était exactement celui des souvenirs d'Alain, exactement celui des dimanches de Chloé, exactement celui dont avaient rêvé Émilie et Thomas. « C'est parfait !» murmura Alain. « Non !» corrigea Isabelle en regardant autour d'elle cette famille enfin réunie. « Maintenant c'est parfait. » Dehors, dans le jardin de la demeure du pont, les rosiers qu'Isabelle avait replantés commençaient à fleurir. Des roses blanches. Symbole de nouveaux commencements et d'amour pur, la Fondation Isabelle Laurent avait déjà permis de sauver plusieurs vies, transformant une tragédie personnelle en espoir pour d'autres familles. Dans cette cuisine baignée de soleil, 3 générations savouraient plus qu'une simple tarte aux pommes. Elles savouraient pour la réconciliation, le pardon, et cette vérité simple mais fondamentale. L'amour véritable ne meurt jamais. Il ne fait qu'attendre le bon moment pour renaître. La recette de la tarte tatin resterait dans la famille, transmise de génération en génération. Mais plus important encore, la recette du bonheur familial venait d'être redécouverte. Une pincée de patience, une dose de pardon, beaucoup d'amour, et le temps nécessaire pour que tous les ingrédients se mélangent parfaitement sur la table de la cuisine. À côté de la tarte encore fumante, trônait une photo prise le jour du mariage d'Alain et Isabelle. On y voyait toute la famille réunie, souriant avec cette joie simple et pure que seuls connaissent ceux qui ont traversé l'épreuve et en sont sortis plus forts. L'histoire de la famille Dupont-Laurent venait de commencer, pour de vrai, cette fois,